Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Éléonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2022 et nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Herbart pour parler de son parcours, de ses œuvres, de ses projets. Et comme d'habitude, nous allons commencer par l'actualité de la semaine et je laisse la parole à Benjamin. Oui, merci Léo. Mais c'est pas vraiment de l'actualité au fond. En fait, c'est de l'information qui me revient des galeries avec qui je travaille déjà, des galeries qui m'approchent pour du conseil, ou là aussi, il y a aussi d'autres artistes qui me donnent de l'information des galeries, etc. Et donc, toutes ces sources qui convergent m'indiquent toutes la même chose, c'est-à-dire les galeries d'art cette année vont se pencher très sérieusement sur la technologie des NFT, voire même très tôt dans cette année, quoi. Ils ont envie déjà, février-mars, de sortir des projets. Alors, il y a des projets artistiques en NFT avec leurs artistes, il y a des projets présents dans les métaverses, il y a des projets d'exposition à la fois physique et digitale. Beaucoup de galeries ont vraiment compris, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. D'ailleurs, on se plaignait dans ce podcast, on disait, mais enfin, que font les galeries? Alors, on avait vu quelques galeries s'aventurer dans l'univers des NFT, mais franchement, c'était très peu. Et là, à mon avis, elles vont débouler, là, dans le trimestre qui vient, débouler dans les NFT. Et ce qui est intéressant, ce que je regarde de près, c'est la façon dont elles vont arriver dans les NFT. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, des questions sur comment présenter un NFT à des collectionneurs, comment présenter ça à des artistes, comment partager les revenus des œuvres d'art, des ventes d'œuvres, comment exposer en digital, comment exposer en physique des NFT, est-ce qu'il faut des écrans, combien d'écrans, etc., etc. Il y a beaucoup de questions et c'est passionnant parce que tout est neuf, tout est à faire. Et puis, juste pour, voilà, pour terminer, c'était pour vous donner un peu d'infos, mais je me suis dit peut-être à chaque épisode, je pourrais vous donner, peut-être une piste de réflexion, pour les galeries. Par exemple, piste intéressante, en allant sur le compte de Raphaël, qui est avec nous et qu'on va interroger aujourd'hui. Raphaël vend des œuvres digitales en NFT sur Foundation, une très célèbre place de marché. Et alors, il y a la possibilité d'un split. Et qu'est-ce que c'est un split? C'est la possibilité donc de partager les revenus d'une vente de NFT entre un, deux, trois, voire même quatre personnes qui chacun auront le fameux portefeuille, le fameux wallet, donc fameux numéro de wallet sur Ethereum, et chacun indique son numéro de wallet et indique la répartition de la vente de NFT. Et ça, c'est une vraie révolution, encore une nouvelle révolution. Et Foundation le met en place. Raphaël nous en parlera. En tout cas, moi, je l'interrogerai là-dessus déjà. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup de savoir comment on fait ça. Donc, on peut partager entre artistes hein, quand on fait une collab. Et puis, on peut partager avec un galeriste ou un représentant ou quelqu'un qui s'occupe de notre promotion, etc. Donc, ça, c'est chouette. Voilà, je voulais juste parler de ça, mais je me suis dit, tiens, à chaque épisode, je pourrais donner à chaque fois un petit truc supplémentaire. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça très bien de suivre un petit peu en direct l'évolution du marché des NFT en fait en France. Il y a beaucoup de choses effectivement qui sont en train de se mettre en place. Je suis particulièrement concernée par le sujet puisque moi je suis en train de préparer la première vente aux enchères de crypto-art de NFT sans support physique en France qui aura lieu fin février. Et puis on voit en ce moment, là il y a un gros événement à Paris, NFT Paris, samedi, et il y a plusieurs side events, et notamment la galerie IAM, donc qui va exposer des NFT et qui en expose d'ailleurs, je crois que ça va être sa troisième exposition. Donc c'est une des toutes premières galeries qui effectivement a embrassé le sujet. Donc on va pouvoir suivre ce qui se passe au fur et à mesure des semaines. C'est passionnant. Oui, Yam, c'est une galerie qui s'est positionnée très tôt. D'ailleurs, moi aussi, j'avais exposé une œuvre. Il y a Alex Bouyassane qui est avec nous ici, qu'on a eu dans notre podcast, qui a exposé aussi. Et je crois qu'il réexpose le mois prochain dans cette galerie qui est à Paris et qui expose. Donc, il y a des écrans partout dans toute la galerie. Et
on peut à la fois voir l'œuvre sur l'écran et il y a un QR code qui vous amène sur le NFT sur OpenSea en principe. Et on peut voir l'œuvre et puis l'acheter sur son téléphone en direct, quoi. C'est vraiment. Ouais, donc à suivre. Et effectivement, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On aura l'occasion d'y revenir. On va passer à l'interview de Raphaël. Je vous précise que comme d'habitude, vous aurez la possibilité en fin de room de poser des questions voilà, à notre invité. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Alors Raphaël, bienvenue dans l'art du NFT. Je vais te demander, si tu le veux bien, de te présenter succinctement d'abord. Dis-nous qui tu es, où tu vis et ce que tu fais. Eh ben, salut à tous. Donc, je m'appelle Raphaël, comme vous savez. Je suis motion designer à la base, j'habite à Lyon. Et j'ai une petite entreprise où j'ai pu faire du motion design depuis quelques années déjà, une entreprise à mon compte. Et j'ai découvert le NFT en mars dernier. Ok, Voilà, donc j'ai pu mettre à profit mes connaissances en motion design et en animation à travers le NFT. ok, on va évidemment y reparler longuement de ta découverte d'NFT, de ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Comment tu en es arrivé à être motion designer? Au début, c'était la passion de la bande dessinée. En fait, c'est mon père qui m'a acheté beaucoup de bandes dessinées, donc moi j'adore lire des histoires dessinées. Et puis forcément, je suis aussi fan de Disney. Donc à partir de là, moi j'ai essayé, dès que j'ai pu avoir un ordinateur, un scanner ou des choses comme ça, la première chose c'était le scanner où j'ai pu coloriser sans les crayons de couleur, mais sur l'ordinateur directement. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Alors très longtemps, j'allais justement te poser la question, t'as quoi? T'as 12 ans, t'as 20 ans, quand tu te mets à coloriser des Ah dessins? non, 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 j'ai 12 ans. Ah ouais, donc très très tôt. Oui, 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 oui. Mais j'avais un bon vieil ordinateur sur Paint, hein, c'était très bien. Et du coup, j'ai commencé comme ça, et après, j'ai découvert les premiers logiciels d'animation dont je me souviens plus le nom, où j'ai vu qu'on pouvait commencer déjà à faire des animations très basiques, mais déjà j'arrivais à faire des toutes petites choses comme ça, et ça m'a tout de suite plu. J'ai aimé le côté technique de la chose, et j'ai pu essayer de m'y intéresser de plus en plus, jusqu'à ensuite découvrir After Effects et les logiciels de 3D et tout ça, quoi. Ouais, mais ça me parle tout ce que tu dis parce que moi aussi, je suis effectivement fan de BD et d'animation, mais j'ai l'impression que j'ai été beaucoup plus marqué par l'animation, par les dessins animés en fait, que par la BD j'ai ressenti ça comme quelque chose de très statique quand même et d'assez Oui, littéraire en fait. La BD, c'est littéraire. D'ailleurs, si on ne lit pas les bulles, on comprend rien et ça n'a aucun intérêt. Alors que l'animation, on peut se laisser vraiment emporter. Puis on va parler de la poésie qu'il y a dans tes œuvres, mais j'ai l'impression que c'est l'animation qui t'a marqué profondément, quoi. oui, oui, oui. La bande dessinée peut raconter plein de choses aussi, enfin, à travers, en fait, c'est comme on appelle ça en animation, des pauses clés à chaque fois qui sont posées. Et ça m'a permis d'apprendre le dessin sur papier aussi, parce que c'est dur de recopier un dessin animé à la base pour apprendre à dessiner. Est-ce que Et, justement tu as fait une formation ou t'as tout appris en autodidacte? j'ai appris la majorité en autodidacte. J'ai quand même fait une année en école d'art, une mise à niveau en art appliqué en fait, mais ça m'a pas plu. Je suis pas quelqu'un de scolaire du tout. Et je me suis retrouvé dans une école d'artistes, entre guillemets, enfin d'artistes. C'était étrange. Je me sentais pas à ma place en fait. J'ai vu que le but du truc c'était de sortir de la gouache et de faire de la patouille et ça me plaisait pas trop en fait. Moi j'aime Oui, bien. les cadres rigides, beaucoup d'artistes m'ont raconté ça, qui ont fait l'école des beaux-arts. Ils m'ont dit à l'école des beaux-arts, on apprend plein de choses. Et puis surtout, quand on en sort, il faut tout désapprendre et laisser parler ses tripes et ses intuitions, finalement. C'est ça, je suis peut-être arrivé trop tôt en fait dans l'école d'art, c'est-à-dire que il y avait pas de, enfin, en artistique classique en tout cas, il n'y avait rien de numérique. Et c'est-à-dire qu'en communication visuelle, par exemple, euh, j'ai passé des heures à essayer de faire des logos à l'encre de Chine en fait. Et enfin, c'est très bien d'apprendre cette base-là, mais après, en ayant travaillé concrètement pour faire des logos et des choses comme ça, jamais j'ai utilisé
de l'encre de Chine en fait pour faire un logo. C'était vraiment tout numérique. Alors donc tu embrasses finalement ces outils numériques, tu les apprends un peu à ta manière et tu décides d'en faire ton métier. Comment ça se passe? Parce qu'en fait c'est un loisir d'adolescent et à un moment tu te dis je vais pouvoir en vivre, je vais créer avec ça. Quel cheminement en fait? Comment t'en arrives là? Alors en fait, oui, au début c'était vraiment que de l'artistique. Je faisais des petits boulots à côté. J'ai fait le serveur pour payer les factures et l'appartement et tout ça. Et mon rêve après c'était de devenir graphiste. Et donc pendant quelques années, j'ai été dans une boîte qui, euh, qui m'a embauché en tant que web designer. Donc en termes de graphisme, c'était pas fou. Mais dans cette boîte, le patron avait un projet de web télé, et donc il a vu ce que moi je faisais à côté en 3D. C'était assez basique, hein, mais à partir de là, j'ai commencé à me pencher sur ce projet de web télévision, à apprendre plus en profondeur les effets spéciaux, tout ce qui allait avec la vidéo en fait. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre encore et d'approfondir en fait tout ce qui était effets spéciaux. J'ai travaillé avec des fonds verts, avec plein de choses comme ça. C'était pour de la web télévision, hein. Mais ça m'a permis d'apprendre plein de nouvelles choses à travers la vidéo en fait. Oui, donc c'est à ce moment-là que tu es rentré dans le monde professionnel et que tu as réalisé que ton talent digital pouvait te servir à la fois gagner ta vie et à la fois exprimer ta créativité, j'imagine. C'est ça. J'imagine que ça t'a amené sur Motion Designer. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est exactement, en quoi consiste le motion design, parce que j'ai vu dans tes œuvres, et ça saute aux yeux, il y a une grande, grande, grande maîtrise de la 3D, des outils. Bon, on va y revenir, mais je me dis motion designer, c'est. Peux-tu donc juste nous expliquer, nous définir, c'est proche de l'industrie plutôt, non? C'est ça? Motion design, bah, après, y a pas, je connais pas la définition directe, mais motion design, ça va être plus de l'animation. Pour moi, hein, c'est peut-être pas la bonne définition, mais c'est plus sur After Effects le motion design. Ça va être des choses à plat, des choses plus en 2D le motion design. Le, Éclaire, après, anima... éclaire-nous, parce qu'After Effects, donc c'est un logiciel Oui, pardon. qui permet donc, tu dis en deux dimensions, c'est-à-dire de faire un storyboard, enfin d'animer deux images, enfin plusieurs images entre elles, c'est ça? C'est ça. After Effects, tout le monde connaît Photoshop, j'imagine, et After Effects, c'est le Photoshop du film. Donc on peut faire les mêmes choses que Photoshop et on peut les animer. Et, euh, et oui, motion designer, pour moi, ça ressemble plus à ça. Ça va être du design plus plat. Ok, mais alors Après, animateur 3D, c'est autre chose. c'est du cinéma finalement, ce que tu fais. Au début, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par la vidéo et c'est mon métier officiel hors NFT. C'est plus des vidéos. Et motion design, ce sera animer un logo, ce sera animer des choses plus plates, on va dire. Ok, donc ton métier aujourd'hui, donc c'est de faire de l'animation. Finalement, tu réponds à des commandes et en parallèle, tu as toute une création de ton côté et tu découvres en mars dernier les NFT, c'est ça? Est-ce que tu peux nous C'est ça. raconter voilà, quel a été le déclic, comment tu as découvert, qu'est-ce que ça a généré en toi, comment ça a changé ta vie, peut-être? Un peu, oui, enfin le quotidien en tout cas. En tant que motion designer, donc, dans mon métier, euh, souvent, je prenais tout le temps un temps en fait pour faire ce qu'on appelle de la veille, c'est-à-dire regarder ce qui se fait, ce qui sort. Et donc, j'avais plusieurs personnes que je suivais, des, des plateformes comme School of Motion ou plein de sites dans le genre. Et notamment un artiste qui s'appelle Everfresh Design et avec qui j'ai suivi des tutos en fait pour apprendre la 3D. Et donc je suivais un peu toutes ces actualités et un jour j'ai vu que cet artiste disait oh, j'ai posté ça en NFT sur Super Rare, c'est une plateforme. Et je me suis aperçu que plein de gens que je suivais en fait parlaient de cette chose-là en fait des NFT, des choses comme ça. Quand ils posaient un truc sur Instagram, il y avait marqué NFT, donc je me suis posé la question qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là et pourquoi tous les gens que je suis
tous les gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail, font ça en fait. Qu'est-ce qui se passe? Et donc j'ai C'était des commencé. francophones aussi Non, non, c'était plus américain. Je crois Ah, ok. qu'Everfresh, il est allemand. Enfin, c'était sur des sites anglais en tout cas. Bon, ouais, ouais, Et je me suis aperçu que plein de gens que je suivais en fait commençaient à faire ça. Plein de mes maîtres quelque part commençaient à faire ça. Donc je m'y suis intéressé. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce que c'était. J'ai cherché, j'ai vu que ça se passait sur un site qui s'appelait Foundation, le site sur lequel je suis aujourd'hui. Et c'était assez drôle parce que pour rentrer sur Foundation, il faut des invitations par d'autres artistes. Donc, juste pour les auditeurs qui ne sauraient pas forcément, Foundation, c'est une des plateformes de vente de NFT sur la blockchain Ethereum. Voilà. C'est Et la ça, particularité, c'est qu'il faut être coopté, en fait. c'est ça. Il faut qu'un autre artiste nous invite. Et donc j'ai commencé à fouiller un petit peu sur Twitter pour savoir comment ça se passait, comment je pouvais trouver une invitation. À savoir que sur Twitter, j'avais un compte euh, qui, que j'utilisais pour regarder en fait, mais j'avais jamais interagi avec personne. Et, euh, et donc à travers ce compte, j'ai essayé de trouver mon invitation sur Foundation en posant quelques petites animations à travers des posts qui proposaient des invitations et on m'en a donné une assez Le rapidement. sésame. C'est ça. Mais d'ailleurs, tu parles de quelque chose de très important dont on parle ici assez souvent, c'est faites appel à votre communauté. La communauté, elle est beaucoup sur Twitter, la communauté NFT. Il faut faire appel à elle, il faut poster, il faut tweeter, il faut montrer ce qu'on fait, il faut interagir, il faut aller commenter les autres. Et effectivement, tu as raison, c'est comme ça qu'on chope une invitation, comme on dit dans le milieu. C'est aussi comme ça que j'ai fait, c'est à force d'interagir, il y a quelqu'un qui dit, ah bah j'ai reçu, j'ai vendu, en fait, il faut qu'un artiste vende une œuvre sur Foundation pour gagner des invitations et pour pouvoir inviter les autres. Et donc après, moi, j'ai hâte que tu me dises, donc après, tu as fait ton wallet, MetaMask, évidemment, et ensuite, Mhm. tu as mis de la crypto-monnaie que tu possédais, tu connaissais un peu la crypto ou tu as Absolument pas. découvert? Ah Je oui, ne connaissais rien du tout, mais du tout. donc tu as ouvert un compte J'ai sur un exchange, tu as envoyé des euros, tu as transformé en Ether, tu as envoyé sur ton MetaMask, en fait, tu as fait toute la manip qu'on C'est connaît bien. ça. Après, j'ai un ami qui connaissait un peu le truc, à qui j'ai pu poser des questions, mais une fois que j'avais fini, en fait. Mais du coup, j'ai fait tout ça et je me souviens que la première pièce que j'ai mintée, je me suis dit, bah, je vais mettre, ça m'avait coûté peut-être 100 euros. Et je me suis dit, bah, je vais tenter en fait. Et si ça marche pas, si ça marche pas, ça marchera pas. Et c'est pas grave, j'aurais perdu 100 euros, mais j'aurais essayé quoi. Oui, juste pour faire un petit point technique pour les auditeurs moins avertis, mais je suis pas sûre qu'il y en ait. En fait, il y a des frais de gaz à chaque fois qu'on fait une opération sur la blockchain, en l'occurrence Ethereum. Et donc le fait même d'enregistrer, enfin de minter, c'est-à-dire enregistrer une œuvre sur la blockchain, coûte de l'argent. Donc en l'occurrence une centaine d'euros. C'est bien ça? C'est ça. Du coup, la première fois, bah, je savais même pas qu'il fallait payer pour poser une œuvre. Je l'ai appris à mes dépens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait en me disant, bah, je vais quand même tenter parce que apparemment, il y a plein de gens qui le font, plein de gens que j'admire qui le font. Donc, j'ai essayé. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as minté cette première œuvre sur Foundation? Bah, après, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui font ça. Enfin, la communauté, elle est vraiment immense. Et moi, j'étais vraiment un peu tout seul sur Twitter avec mes 0 abonnés, enfin, mes 2 abonnés, ma cousine, et voilà. Et, euh, et du coup, il a fallu que j'essaye de faire ma promo en essayant de trouver comment ça se passait sur Twitter, comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que j'ai découvert tout un monde, toute une communauté assez fantastique parce que c'est rempli d'artistes complètement divers et variés. C'est génial de voir ça en fait et de pouvoir connecter avec des gens du monde entier. Ouais, je Et suis d'accord avec toi là. Non, mais la communauté NFT sur Twitter, elle est extrêmement passionnée. Elle est dingue en fait. Elle répond immédiatement. Ils interagissent comme des fous. En fait, c'est un secteur mais hyper excitant
pour tous les gens qui sont dessus. Et donc, j'imagine que tu as eu des retours vraiment très forts, parce qu'en plus, tes œuvres sont extrêmement visuelles, assez puissantes, qui dégagent beaucoup de poésie, etc. Donc, ça a dû marcher très vite, finalement, pour toi. Je crois que la première œuvre que j'ai vendue, il me semble que j'ai mis 1 mois, mais au début, je crois que j'ai fait sur Twitter tout ce qu'il fallait pas faire. Ah, alors ça, c'est génial. Fais-nous la liste de tout ce qu'il faut pas faire sur Twitter. Ce qu'il faut pas faire sur Twitter dans la communauté NFT, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, bah, vu que j'avais pas d'abonnés, pas de nom ou rien du tout, j'avais aussi rien à perdre. Instagram, je m'y étais mis il y a 1 mois ou deux. Et du coup, j'ai essayé en fait. Je me suis dit comment je fais pour me faire voir. Donc j'ai vu, tiens, lui c'est un collectionneur et je lui ai pourri sa boîte mail, je lui ai envoyé des trucs, enfin, je lui ai pourri sa boîte mail, je lui ai envoyé des messages directement, j'ai essayé de l'interpeller sur Twitter en disant oh, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Et ça, Je me suis aperçu que c'est pas bien passé. bah, c'est pas que c'est pas bien passé, mais après coup, je me suis aperçu qu'il faut que en fait le mouvement il est tellement important sur Twitter, il y a tellement de gens. Après, je me suis mis à acheter quelques pièces aussi en NFT. Et je me suis rendu compte de ce qui se passait pour les collectionneurs, en fait. Tu reçois, tu reçois 30 messages dans la journée pour dire oh, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. On t'envoie des vidéos, des machins, des trucs sur Instagram, sur Twitter. Dès que les gens ils peuvent te joindre, ils te joignent. Et ça peut aller très, très vite, très fort, alors que j'ai pas énormément de. Enfin, j'ai pas une communauté immense encore. Ouais. Et C'est pourtant, c'est- ça c'est aussi, peut. c'est aussi, pardon, je te coupe, mais ce que tu dis est important, c'est aussi l'écueil que l'on a dans le monde de l'art traditionnel. Tu vois, les galeries, moi, tous les artistes que je connais veulent envoyer des books, veulent envoyer des mails avec leurs œuvres en disant, regardez ce que je fais, exposez-moi. Mais ça, ils en reçoivent 50 par jour, les galeries. Donc, ils en peuvent plus. Et voire même, ça les intéresse pas, en fait. Eux, ce que veulent les galeries, et je pense que ce que veulent les gens sur les NFT, les Twitter aussi, c'est découvrir, en fait, un artiste. C'est par hasard, au hasard de quelques clics, découvrir une œuvre, découvrir un travail, un univers. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Et finalement, comment tu as réussi à sortir du lot, à attirer des collectionneurs et à faire ton trou, en fait? Parce que là, on voit que ça se passe quand même très bien. On va en parler après de toutes tes créations, mais tu as réussi voilà, à te faire Non, connaître. Donc, comment tu as... les premières fois, ça a marché justement. Il faut pas le répéter, hein. Mais ça a marché parce que j'ai fait ça en fait. J'ai euh, j'ai euh, j'ai j'ai alpagué directement les collectionneurs. J'ai essayé de vendre c'est un petit ninja. C'est une animation que je fais qui s'appelle l'origami ninja. Donc c'est un ninja en papier origami que j'ai animé. Et je faisais toute une promotion dessus. Je balançais je sais pas combien de tweets à tout le monde pour essayer de montrer ça en fait. Et un jour, ça a fonctionné. J'ai envoyé un message à un potentiel collectionneur en lui disant «Eh, est-ce que tu as déjà vu un origami ninja?» Il m'a répondu non. Et du coup, j'ai envoyé ma vidéo en disant bah, maintenant, tu en as vu un. Voilà, bravo. Oui, mais Et, il y a de et l'humour, il a là. dit j'aime bien. Ça, c'est génial, parce que tu mets de l'humour, quoi, dans ta démarche. C'est génial. Oui, parce que forcément, il faut essayer de trouver quelque chose qui soit pas juste regarde ce que je fais, s'il te plaît, tu vas voir, c'est très bien. Donc j'essaie de trouver différentes façons de le poser. Et surtout, le truc des ninjas, il y a tout un univers assez rigolo autour de ça, enfin, pour moi. Et donc, ça me permettait de faire des blagues autour, quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes créations parce qu'il y a plusieurs séries, on peut appeler ça comme ça, des séries. Oui. Il y a les ninjas, il y a la série des saisons. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en décrire quelques-unes, nous dire d'où te vient Alors, l'inspiration? au tout début, en fait, juste avant de commencer les NFT, j'avais fait un petit court-métrage qui s'appelle Papier de riz. Je l'avais fait pour un concours de court-métrage, comme ça. Et c'est là où j'ai réussi à vraiment maîtriser, on va dire, mon logiciel 3D. Et vu que j'avais pas une machine de guerre ordinateur pour faire des rendus avec plein de polygones, je me suis dit je vais réduire le nombre de polygones et l'origami c'est quelque chose de super pour ça. Donc j'avais fait
comme un petit court-métrage d'animation avec de la 3D en origami. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à m'amuser là-dessus, à créer un petit univers en origami. Et mes premières pièces étaient autour de ça, en fait. Et sur l'univers aussi japonisant, comme on disait, j'aimais bien les Disney quand j'étais petit, mais je suis aussi génération Dragon Ball Z, donc tout l'esprit japonisant, j'adore. Et mes premières pièces étaient un peu autour de ça, en fait. Donc japonais, origami. C'est marrant que tu parles de ça parce que moi, je voulais parler justement de ton travail, mais de l'aspect abstraction. Et j'avais l'impression que c'était un chemin, justement, que tu commençais par du ultra figuratif et que tu arrivais vers de l'abstraction. Mais je m'aperçois qu'en fait, tu as commencé par des œuvres plutôt abstraites dans le sens où il y a beaucoup de noir et blanc. C'est très épuré, il y a pas de décor, pas spécialement. Et les paysages sont en polygone. Donc, c'est des paysages taillés au couteau. Un peu à la Cézanne, quoi, enfin cubiste, on va dire, avec des formes Mhm. géométriques. Et je me suis dit, tiens, c'est génial, il s'intéresse vraiment à l'abstraction, moi aussi, c'est mon cas. Mais je pensais que ça venait après, parce qu'en général, on fonce sur le figuratif et puis on déroule vers l'abstraction. Mais toi, tu as commencé par, c'est plutôt Alors, l'inverse. non, parce que ça a fini par ça, parce que dans mon travail, en général, j'ai appris aussi que, en général, je mets plein de choses dans, dans mon travail, dans les œuvres, et en gros, je vais créer un personnage avec tout un décor, des objets, des machins, des trucs, et petit à petit, je vais me dire, tiens, ça, est-ce que ça sert? Non, ça sert pas. Ça sert? Non, ça sert pas. Et petit à petit, en fait, effectivement, je vais enlever de plus en plus pour avoir que ce qui, moi, me paraît pertinent dans l'œuvre au final. Mais à chaque fois, il y a toujours un travail d'é- épuration. Est-ce que Oui, ça doit être ça? et purement, enfin épuré, quoi. Oui, enfin bon, on s'est Oui, compris, quoi. Ouais. mais au début, c'est un gros bazar. Je mets tout ce que j'ai sur la table et ensuite, j'essaie de trouver ce qui me sert ou pas. Ouais, c'est une grande force, ça, et j'en parle beaucoup avec des artistes. Les peintres et les sculpteurs ressentent ça aussi. À force de travailler des années, on se dit, mais en fait, est-ce que je pourrais garder que l'essentiel du travail, c'est-à-dire l'essentiel du message, en fait, de l'intention de l'artiste. Donc, ouais, je vois que tu vas à fond là-dedans et je trouve ça vraiment intéressant. Tu vas sortir des œuvres, tu continues à épurer toujours et toujours, encore et toujours, ou comment tu réfléchis à ça? Ça dépend de quel univers on parle. Après, moi, ce que j'aime bien faire, en fait, sur chacune des animations que je crée, à chaque fois, je me mets un challenge. C'est-à-dire que sur chacune des petites animations que vous allez voir, il y a quelque chose que je ne savais pas faire avant. C'est mon petit truc Un challenge mon petit technique truc. alors. C'est technique ou oui, c'est technique, c'est des petits trucs d'animation ou un truc de rendu que j'ai jamais fait. Et à chaque fois, en fait, pour commencer une nouvelle animation, moi, il me faut ce petit moteur-là, en fait. Il me faut ce petit truc. Moi, j'ai l'impression que c'est très narratif aussi, tes animations. Est-ce que, quel est le point de départ? C'est une histoire que tu te racontes? C'est une histoire qu'on te raconte? Bah après, je suis inspiré aussi par la lecture, par beaucoup de choses, par les films. Après, il y a un autre univers que j'ai beaucoup animé, c'est l'univers de ma fille, Oui, ma c'est petite ça. fille qui Parce a. que c'est sur la description de ton compte Twitter que tu es papa d'une petite fille qui t'inspire beaucoup, ce qui est assez inhabituel dans les descriptions de compte Twitter. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Ah bah, après j'ai fait trois pièces, mes trois premières pièces sur Foundation, elles étaient japonisantes, comme je disais. Et un jour, j'ai voulu essayer quelque chose en fait avec ma fille. Pour la petite histoire, à cette période-là, j'avais eu le Covid et ma fille était à ce moment-là chez sa grand-mère. Et du coup, elle pouvait pas revenir parce que j'avais le Covid et on essayait de pas lui refiler. Et du coup, j'étais loin d'elle pendant 15 jours. Et bref, euh, j'ai essayé de l'animer elle portant un pinceau. Euh, c'est une pièce qui s'appelle Days and Night. Je sais pas si vous pourrez jeter un œil. Elle porte un pinceau et elle peint le ciel de jour et le ciel de nuit. Et bref, c'était la première que j'ai fait avec elle. Et
Et c'est là où ça a commencé, on va dire, à marcher au niveau NFT, audience sur Twitter et tout ça. C'est là où ça a commencé à vraiment fonctionner, en fait. Tu as fait de ta petite fille un personnage finalement. C'est ça. Et donc, j'ai renouvelé l'expérience juste après, en reprenant des petites choses que j'ai vues d'elle, en fait. Euh, une fois où elle faisait un bateau avec un carton, et du coup, je me suis dit, ah bah, elle fait la pirate. J'aime bien les pirates, donc je vais faire une petite animation là-dessus. Et à chaque fois, en fait, c'est des petits morceaux de vie que j'essaie de que j'essaie d'animer, en fait, de rendre ça intéressant en animation et de raconter ce qui se passe dans sa tête ou ce qui se passe dans la mienne à travers ce que je vois d'elle, quoi. Bah, c'est ça qui est fort, je pense, dans ton travail. C'est que, et ce qui doit plaire aux collectionneurs, c'est qu'on a l'impression d'avoir un petit bout de ta vie à toi, un petit bout de ta relation avec ta fille, cette relation privilégiée. En achetant un NFT, enfin en possédant un NFT, on a un petit bout de ta vie. Et ça me fait penser à Beeple aussi, les gens n'avaient pas compris, cette fameuse œuvre qui a été vendue une fortune. En fait, c'était les Ouais. 5000 jours et c'était 5000 jours de travail de Beeple finalement, qui faisait une œuvre par jour. Ça a été mis dans un grand collage. Et finalement, le collectionneur a dit, mais moi j'ai acheté une partie de la vie de Beeple. C'est ça qui est assez intéressant et spectaculaire dans le travail en général d'un artiste, hein. Oui, bah oui, après c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, après je me dis plus c'est personnel en fait, plus il y a quelque chose, plus il y a une petite histoire à raconter, une petite histoire que j'ai vécue ou qu'on a vécue avec ma fille, plus ça peut être touchant en fait, hein, plus ça me permet de raconter une histoire et s'il y a une histoire, bah, il y a des choses à animer et donc il y a quelque chose à faire quoi. Et puis il y a des degrés de lecture, c'est comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça a l'air d'être enfantin, ça parle du monde de l'enfance, mais en fait le message véhiculé est universel et les adultes peuvent évidemment se rattacher à ce que tu racontes, quoi. Moi j'ai vu tes œuvres et je suis parti dedans, tu vois, j'ai été happé. Ah, merci. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais alors, en termes de 3D, je voulais aussi te demander, c'est une question, tu sais, en termes de définition, alors, tu te considères comme un artiste 3D, comme un crypto-artiste, tu te considères comme un créateur digital. Comment tu vois ton positionnement maintenant dans ce monde de la création? Dans les NFT, on va dire que je suis un 3D artiste dans le NFT. Après la 3D, je m'y suis vraiment remis juste avant de refaire du NFT du coup. Parce que j'ai fait de la 3D il y a très longtemps et après j'ai arrêté pour justement me positionner sur After Effects et les effets spéciaux. Et j'avais complètement arrêté la 3D à ce moment-là. Et pendant le confinement, j'ai eu un peu de temps, donc je me suis remis à la 3D. Et, euh, et voilà, là, je suis reparti dedans à fond. Pour toi, c'était l'occasion finalement de te remettre à ça ou tu pensais que finalement le NFT n'avait un intérêt que par cette technique-là de 3D? Je me suis posé la question à un moment de faire de l'animation en 2D. Et après, en fait, je m'amuse tellement avec ce que j'apprends à chaque fois en 3D. J'arrive tout le temps à trouver des petits challenges personnels pour le faire. Du coup, C'est un terrain d'exploration. c'est ça. Après, quand je serai lassé, j'essaierai autre chose, hein. Et est-ce que tu peux nous parler de l'importance du loop dans tes œuvres? Parce que c'est vraiment dans Mm, la définition 3D, loop, c'est c'est ça. Euh, déjà, alors, qu'est-ce qu'un ou je sais pas si on dit un ou une, mais qu'est-ce qu'un... ouais, une boucle, une loupe, je sais pas. Euh, alors ça vient de mes premiers posts Instagram. J'avais ouvert mon compte Instagram et je me suis rendu compte que les vidéos étaient lues en boucle. Et donc je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas utiliser ça pour faire une petite animation qui tourne vraiment en boucle, qui fasse pas un effet de yo-yo où ça fait zoom puis des zooms. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça pour essayer de faire des petites boucles parfaites pour que quand on le voit s'animer, on peut le regarder indéfiniment. Et Ce qui participe du côté assez envoûtant, en fait, de tes œuvres. On est un peu hypnotisé quand on est devant, on a envie de les regarder encore. merci. Et oui, ça permet aussi de créer une contrainte dans les histoires et dans tout ça. Ça permet aussi de ce qui
enfin, je sais pas comment le dire, mais ce qui commence doit finir au même endroit où ça a commencé. Et donc, c'est une sacrée contrainte d'histoire, mais ça permet aussi d'inventer. C'est avec des contraintes qu'on invente des choses sympas, souvent. Ouais, ouais, en fait, c'est assez philosophique de dire ça. Là, ça s'arrête là où ça commence, quoi. C'est Mais ça. sur la contrainte, c'est très fort. Il y a aussi dans l'histoire de l'art, tous les artistes ont reconnu, apprécié la contrainte des lieux, peut-être la contrainte du sujet aussi. Donc tu pourrais même presque voir ça toi aussi comme une contrainte à un sujet imposé qui est ta petite fille, et tu la regardes agir. Et c'est une contrainte finalement, et c'est comme ça que les artistes s'expriment le mieux. Ouais, c'est bien vu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu ton activité principale? On va dire, je suis moitié-moitié. Je continue à travailler pour des clients. Euh, selon le travail que j'ai pour des clients, bah, je peux créer mes pièces aussi. Après, c'est l'avantage d'avoir sa propre entreprise. C'est que depuis le début, avec ma boîte, j'ai voulu et pu prendre du temps en fait pour faire mes trucs à moi, pour faire mes petits tests à moi, mes petites animations à moi. Maintenant, ce temps-là me sert effectivement à faire du NFT. Ok. Tu es resté fidèle à Foundation ou tu as testé d'autres plateformes, voire d'autres blockchains? J'ai fait une petite collection sur OpenSea. Au début, j'ai testé avec le Tezos, la monnaie Tezos. Ouais, qu'on Euh, aime bien mais ici. ouais, mais ça a pas eu beaucoup de succès. Du coup, je suis resté sur les terres en fait. Bah, c'est pareil parce que Tezos, oui, on aime bien ici parce que on connaît beaucoup d'artistes qui mintent sur Tezos. Alors, Tezos, c'est juste la blockchain. Alors, il faut aller minter sur des places de marché qui sont construites sur la blockchain Tezos, comme par exemple Iketnook ou Object.com. Mais comme tu disais précédemment, toi, tu as mobilisé une communauté sur Twitter, une communauté qui est plus sur Ethereum finalement et qui a plutôt des Ethers à dépenser, alors que sur Tezos, à nouveau, il faut remobiliser une communauté qui a de la crypto-monnaie en Tezos finalement. Mais moi, je voulais te parler, la question de Lucie Eleonore, c'était sur l'aspect professionnel de ton travail. Mais quand on voit, parce que maintenant, on va en parler quand même de Sotheby's, quand même, la grande vente natively digital, enfin, quand j'ai vu ça, c'était en octobre dernier, tu as participé à cette vente mythique aujourd'hui de Sotheby's. Donc, tu es clairement rentré dans la cour la cour des pros, la cour des grands, là. Bah, ça, c'était une histoire assez folle. C'était, euh, mais il y a, à travers un post, un jour, comme on fait souvent sur Twitter, on poste ses œuvres à certains collectionneurs. Un jour, c'est quelqu'un qui a parlé de moi à un collectionneur, donc c'est Mondoir, arrobas Mondoir, qui s'appelle Amir en vrai. Et, euh, et justement, il parlait de loop. Dans son post, il disait si vous faites une animation, s'il vous plaît, faites-le en loop. C'était ça son post. Il y a un de mes contacts qui a dit oui, fais une loop comme fait Raphaël en fait. Donc en me citant, donc j'ai vu le tweet et là j'ai envoyé la dernière pièce que j'avais fait avec ma petite fille qui est sur une balançoire en fait qui ressemble au pendule d'une horloge. Je sais pas comment la décrire. Euh, bref, j'ai envoyé cette vidéo et Amir tout de suite m'a contacté à acheter l'œuvre et il m'en a acheté plusieurs après. Et un jour, il m'a contacté pour me demander si j'étais intéressé pour faire un projet avec lui. Donc j'ai répondu bah oui, pas de souci. J'ai commencé à regarder un peu plus son profil à lui et j'ai vu qu'il faisait euh, de la vente d'œuvres d'art pour des œuvres de charité, pour plein de choses comme ça. Donc moi, ça m'intéressait vraiment. Je me suis dit ah bah je vais pouvoir faire les bonnes œuvres en fait. Ça va être super si je fais de l'art pour ça, c'est trop bien. Donc je pensais vraiment que c'était ça. Il m'a dit, mais je peux pas te dire pourquoi c'est pour l'instant, je t'en reparlerai plus tard. Et au bout d'un moment, il m'a expliqué que c'était pour Sotheby, avec, euh, avec une pièce en rapport avec le Time Magazine. Donc
Moi, je touchais plus terre. On me parle de Sotheby et du Time Magazine. Quel est le Et dans rapport le, avec le magazine Times par rapport à ça? alors en fait, à la base, Sotheby, c'était les collectionneurs qui devaient mettre leurs œuvres en vente. Et Amir, lui, euh, il voulait que ce soit des créations faites pour ça. Donc, Amir n'a pas acheté les œuvres, il nous a commandé des œuvres en fait, pour les mettre sur Sotheby directement. Ça, c'est un peu une révélation que tu nous fais hein, ce soir. Alors, Ouais. mais du coup, il m'a expliqué le truc en me disant, bah, fais quelque chose et ça va être vendu à Sotheby. Donc là, moi, j'ai eu une belle pression parce que je me suis dit, comment je vais faire pour faire quelque chose pour le vendre à Sotheby, quoi. Et tout en sachant que ce serait vendu à côté d'une œuvre du Time Magazine. Et dans le même message, Amir m'a dit, eh ben justement, on va faire un call dans pas longtemps avec le patron du Time Magazine, la personne qui représente Sotheby et moi, et on s'appelle mercredi. Et donc Et ça s'est très bien vendu dans la vente de ce. oui, oui, ça s'est bien vendu. C'était assez épique. Ça s'est vendu combien d'éthers? C'était pas en Ether, c'était en dollars. Ah, Et ça s'est vendu, enfin, sur le site de Sotheby, c'était 50 000 dollars. 50 000 $, mais bravo, Ah, c'est c'est un génial. très très beau résultat. Bah, je tremblotais quand même. Et ben, a raison. C'était une vente assez incroyable et historique. Hein, donc, bravo d'en avoir fait partie. C'est vraiment chouette. Merci. Et alors, quels sont tes projets maintenant? Qu'est-ce que tu m'y. Bah, je continue à faire mes petites animations. Je continue à chercher, bah, toujours à me mettre des petites contraintes, à chercher des nouvelles choses, à faire parfois des petites collaborations, des choses comme ça avec d'autres artistes. Oui, J'adore. je vois sur Foundation tu as deux œuvres en split. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ah oui, les œuvres en split dont vous parliez tout à l'heure. Alors la première œuvre en split, ça doit être avec Julian. Je crois qu'il est dans le salon. Je ne sais pas si c'est lui. Euh, oui, c'était avec Julian. Alors c'est lui qui l'a fait. Je lui ai envoyé un personnage qu'il a pu poser dans sa pièce. Et la deuxième œuvre splittée, c'était avec un artiste que j'ai découvert à travers les NFT, Akinar, qui lui est un animateur 2D. Et cette fois-ci, c'est moi qui l'ai posé sur Foundation et qui est partagé. Oui, le principe Parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est une collab entre artistes, voilà. C'est ça, Et dans le split, ça veut dire que le wallet, donc le portefeuille digital, est partagé en deux. Enfin, chacun amène son wallet et dit, toi, tu prends 50%, toi, tu prendras 25%. Enfin, c'est une répartition de la vente. exactement. Ouais. Et c'est la personne qui va poser l'œuvre NFT qui va poser tout ça, en fait. Ouais, et en plus, il y a les royalties ad vitam aeternam. C'est-à-dire que si l'œuvre est revendue 10 fois dans les années qui viennent, vous deux, vous touchez vos royalties et C'est de ça, manière équivalente. Ouais. C'est quand même extrêmement performant et extrêmement puissant. Parce que je disais en préambule, effectivement, au début de cet épisode, que soit on fait des collabs, soit on split entre artistes, ou alors on split avec une galerie aussi. Ou alors tu splits avec Sotheby's, ou tu oui, c'est vois, ça. j'imagine que des ventes aux enchères, suivez mon regard, peut-être une vente aux enchères parisienne, qui va bientôt faire une vente en NFT pour être intéressé par ce système, par exemple, je sais pas. Il y a plein de systèmes, mais bon, on en parlera plus tard. Est-ce que on a des auditeurs ou des auditrices qui souhaiteraient intervenir? Auquel cas, vous pouvez lever la main, vous faites monter sur scène. Est-ce que Rouliane, tu veux je sais pas, saluer Raphaël, nous parler un peu de votre œuvre commune, voilà, ou quelqu'un d'autre. Moi, N'hésitez pas, c'est le j'avais un moment. petit point, si tu me permets, Léo. Ouais, bien sûr, Florent, excuse-moi. Non, je Non, non, rigole. t'inquiète, avec plaisir. Non, mais je me suis régalé à vous écouter. Et Raphaël, du coup, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai que bah, tu étais déjà dans cet univers-là un petit peu artistique à la base, mais j'ai l'impression que c'est vraiment les NFT qui t'ont fait devenir artiste en quelque sorte.
parce qu'ils t'ont fourni le médium et l'excuse, en fait, en quelque sorte, de vraiment faire de l'art pour faire de l'art et pas dans le cadre de ton job. C'est Euh, vrai. c'est un peu voilà, ma perception. Et je voulais te demander, est-ce que tu as eu des expériences vraiment négatives? Justement, tu nous disais que tu avais tenté le pire, etc. Est-ce que tu as eu vraiment des expériences négatives qui t'ont dit, bon, là, ça me dégoûte un peu ou, tu vois, on parle souvent du positif dans les NFT, mais c'est vrai qu'on n'a pas le retour de la médaille aussi. Bon, à part les quelques publicités, enfin les robots Twitter ou les faux comptes, à part ça, et enfin les tentatives d'arnaque et des choses comme ça, parce qu'il faut faire attention, il y en a quelques-unes et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai de plus en plus de gens qui me suivent que ça marche de plus en plus, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de tentatives d'arnaque en fait. Et enfin, je le lis à travers plein de posts qu'il faut faire attention, qu'il faut jamais donner son mot de passe à personne et il faut pas ouvrir un fichier que quelqu'un nous enverrait parce que ça peut absorber tous les portefeuilles enfin tout ce qu'il y a dans les portefeuilles en Ether et tout ça. Et il y a eu pas mal d'artistes apparemment à qui ça a pu arriver ou des collectionneurs même. Et donc à part cette chose-là, quand on est au courant, après on se rend vite compte que la personne qui dit oh bah je vais acheter ton œuvre, par contre envoie-moi ceci ou cela pour que je puisse acheter ton œuvre. Euh, voilà, et on sait il faut rien envoyer à personne et que personne ne nous envoie rien, ça passe par les plateformes uniquement, quoi. C'est le seul truc négatif que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des gens forcément qui vont chercher à récupérer de l'argent là-dessus. Ouais, puis moi j'aimerais rebondir sur ce que dit Florent. Donc tu as gagné de la crypto-monnaie, les gens veulent s'emparer de ta crypto et ça c'est normal, on est tous victimes de tentatives de scam, de phishing comme on dit. Enfin, ils veulent tous mettre la main sur notre wallet, MetaMask. Mais moi ce qui m'intéresse c'est toi l'artiste collectionneur parce que tu disais en préambule que tu as commencé à acheter des œuvres et on Mhm. s'aperçoit que beaucoup d'artistes dans le monde des NFT achètent aussi des œuvres, voire même beaucoup aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un va-et-vient. Les collectionneurs, parfois même, deviennent artistes. Donc, parfois, le week-end, ils créent des œuvres. Mais disons, les artistes achètent beaucoup. Toi, tu continues d'acheter les NFT des autres. Tu regardes ça de près. Tu as une collection déjà? Je ne sais pas si on peut appeler ça une collection, mais en fait, quand je vois quelque chose qui me plaît et qui est à un prix abordable et que je m'aperçois que l'artiste, c'est quelqu'un de bien, en fait. Enfin, je farfouille un tout petit peu, il faut que je connaisse un tout petit peu la personne, enfin, que je la connaisse en ligne, hein. Mais je farfouille un tout petit peu pour savoir ce qui se fait. Il y a plusieurs artistes que je regarde depuis un moment et je me dis, tiens, si jamais je trouve quelque chose à un prix abordable venant de lui, eh ben, je le prendrai. Et je pense que c'est comme ça aussi que ça peut continuer à marcher, parce qu'on ne peut pas compter que sur les collectionneurs. Je trouve ça normal, en fait, qu'en tant qu'artiste qui ait reçu des éthers de quelqu'un, j'en redonne une petite partie, en fait, à d'autres artistes, en fait. C'est comme ça que ça marche et que ça devrait marcher, je pense. Ouais, on va y revenir après. Je te poserai quelques tout petites questions pour finir, mais il y a Alex Bouyazan qui voudrait te poser une question. Alex, tu as la parole. Ouais, salut Raphaël. Salut Alex. Bah écoute, déjà, t'as vraiment une aura sur Twitter assez impressionnante parce que je te suis depuis le départ et je viens d'apercevoir que pourtant je faisais pas partie de tes followers et tu arrives néanmoins à apparaître régulièrement et avec bonheur dans mon fil Twitter. Donc l'erreur est réparée, je suis maintenant de tes followers. Euh, bah, déjà, je voulais te féliciter parce qu'au-delà de la poésie et de la qualité artistique de ce que tu fais, il y a aussi une énorme, enfin, un énorme savoir-faire technique. Euh, Généralement, je suis impressionné quand je me dis ça, j'arriverai pas à le faire. Et clairement, ça, j'arriverai pas à le faire. Donc c'est vraiment super pointu. Et je voulais te demander justement quel était ton soft de prédilection pour la 3D en tout cas. Alors pour la 3D, je suis sur Cinema 4D. Tout ce qui est animation de personnages, je l'ai appris encore une fois avec Everfresh Design, qui est, euh, qui est, qui est très très bon. Et enfin, tout ce qui est animation, c'est-à-dire le rig de personnages. Quand on fait de la 3D, pour ceux qui connaissent pas,
on modélise le personnage, puis on lui ajoute un squelette, et ensuite il faut faire en sorte que quand on bouge le squelette, ça fasse bouger la peau du personnage. Et, Et bref, tout ça, je l'ai appris à travers les tutoriels de Everfresh. Et ensuite, toutes les autres petites choses techniques sur ces 4D, je les ai apprises, comme je disais avant, en mettant une petite contrainte de faire quelque chose de nouveau à chaque animation, à chaque boucle, essayer une technique nouvelle. c'est très très fort. Et du coup, avant d'animer en 3D et de faire du rigging, est-ce que tu faisais l'animation classique, un petit peu de flipbook ou du dessin de pose, ce genre de choses? J'ai fait beaucoup de dessins. Au début, comme on parlait de bande dessinée, au début, je voulais faire de la bande dessinée. Donc j'ai appris à faire des poses de personnages. Donc tout ce qui est morphologie, tout ça, je sais dessiner. Après, je suis plus doué pour dessiner les personnages que les décors et tout ça. Mais après, animation 2D, j'ai commencé et j'ai pas la patience parce que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps et on peut pas modifier ce qu'on a déjà fait avant, contrairement à la 3D. Si on se dit qu'un mouvement fonctionne pas dans la 3D, on peut chercher l'endroit qui va pas, alors qu'en 2D, j'ai l'impression qu'on est coincé avec ce qu'on a déjà fait et que, voilà, pour l'instant, j'arrive pas encore à faire la 2D. Ouais, je comprends ce que tu dis. Bah, merci de m'avoir permis de poser les questions Merci et beaucoup. encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Est-ce C'est qu'il y a d'autres... Ouais, Florent? Ouais, je trouvais ça marrant ta remarque justement de dire qu'on est plus contraint dans la 2D. En fait, quand on y réfléchit, c'est logique, mais vu que la plupart des gens en fait ont juste expérimenté avec la 2D, tu te dis que la 3D ça doit être forcément beaucoup plus compliqué. Mais en fait, pas du tout quoi. C'est autant plus d'angles que tu peux attaquer et que tu peux rendre malléable en quelque sorte. C'est ça, on est plus confronté au réel avec la 3D. Avec la 2D, en fait, on va dire, partir en cacahuète dans chacun des dessins, mais c'est quelque chose que j'arrive pas encore à, moi en tout cas, que j'arrive pas encore à avoir comment faire passer une main d'un endroit à l'autre pour que ce soit vraiment joli. J'arrive à le recréer parfois en 3D, mais en 2D, j'arrive pas à le faire proprement, en tout cas Ouais, pour moi. pour nos auditeurs, moi qui suis un artiste peintre, alors moi je suis dans la 2D depuis toute ma vie, et je me suis mis à la 3D, et effectivement, d'un seul coup, dans le logiciel 3D, on découvre que bah, il faut mettre de la lumière. Alors d'où vient la lumière? Ah bah, faut la placer. Qu'il Ouais. y a une caméra, ah bah, où est-ce qu'on met la caméra? Bah, faut la placer. Et puis que la caméra peut tourner, évidemment, qu'il y a de la texture, il y a tout plein de choses que en 2D, on se pose même pas la question, ne serait-ce que rien que la lumière. Donc, je pense que c'est plus complexe, mais ça offre un milliard de possibilités en plus, quoi, tout simplement. C'est un milliard de possibilités, mais on est contraint aussi par la réalité. Et c'est ça qui peut être frustrant et compliqué parce qu'on peut se dire de la lumière, oui, mais c'est de la lumière. Si la lumière elle vient de face, ça veut dire que l'ombre elle sera forcément derrière. Et c'est quelque chose sur un dessin, on peut mettre son ombre où on veut en fait, il n'y a pas de problème. On peut créer quelqu'un face à un soleil avec l'ombre qui va vers le soleil, il n'y aura pas de problème. En 3D, c'est autre chose pour réussir à faire ça. Oui, tu as raison, j'y ai pas pensé. En fait, il faudrait hacker le logiciel 3D pour lui dire non, C'est non, ça, l'ombre ne la fait pas comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. c'est ça. Et c'est des petites choses que j'ai pu expérimenter et découvrir, et justement avec lesquelles j'aime bien tricher en fait. Dans mes animations, j'aime bien créer des petites choses où, tiens, normalement, c'est pas comme ça que ça devrait se passer dans le logiciel. Et c'est des choses qui m'amusent à faire en fait. C'est, créer une ombre qui bouge différemment du personnage, par exemple. C'était mon petit défi. Et dans une des animations, j'ai réussi à faire une ombre qui bouge indépendamment du personnage. Donc tu t'amuses vraiment, encore une fois, avec les contraintes. C'est un peu un fil rouge. C'est ça. Ben, super. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va arriver vers la fin de la room. Donc, pour conclure, je vais te poser quelques petites questions au débeauté, Raphaël. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. Est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un ou une artiste crypto ou pas?
Euh, euh, Clément Morin, c'est un artiste français qui est très sympa et qui fait des œuvres très colorées en 3D qui sont absolument magnifiques, que j'invite tout le monde à voir, qui est bien installé dans les NFT maintenant. Et ses œuvres, elles sont juste somptueuses. Et lui, en termes de lumière et de texture, d'histoire, c'est un maître. Ok. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu collectionnais. Quel est le premier NFT que tu as collectionné? Le premier NFT de ton wallet? Le premier NFT de mon wallet, il me semble que c'est la personne qui m'a invité sur Foundation, Ah, euh, qui est un artiste africain, Vintage Mozart, avec qui j'ai gardé un super contact et qui est super gentil, qui m'a encouragé depuis le début et qui m'a un peu porté dès le début. c'est ton Et parrain, c'est ton parrain en fait. c'est ça, sur Foundation, c'est lui qui m'a invité. Et, euh, et il se trouve qu'à un moment, j'ai fait plus de ventes que lui. Et je me disais, mais il faut que je lui rende l'appareil, en fait. Et du coup, il y a une œuvre qu'il avait faite que j'appréciais beaucoup, donc je l'ai acheté. Jolie histoire. Le NFT que tu n'as pas réussi à avoir. Je crois Clément Morin aussi, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait une série d'exoplanètes. Ouais. Euh, et au moment où il l'a sorti, j'ai fait oh, est-ce que je le prends ou pas? Et je me suis dit, oh, je crois que il les avait mis à 0,2 Ether. Et je m'étais dit, oh, bah, je verrai plus tard, je verrai. J'étais prêt à appuyer sur le bouton acheter. Et je me suis dit, bah, je verrai plus tard en rentrant ce soir. Et le soir, je suis revenu et il y a des exoplanètes qui s'étaient déjà revendues 10 Ethers. Ah ouais, donc t'as loupé le coche. Vraiment. Grave. Et enfin, le NFT que tu attends avec impatience. Euh, Je ne sais, alors là, je saurais pas dire Tu parce te que laisses. j'adore être surpris, Ouais, c'est ça. justement. Tu te laisses surprendre par ce qui va arriver, tes C'est découvertes au ça, fil de Twitter, etc. exactement. Bon. Et alors, toute dernière question, mais on a peut-être déjà eu un semblant de réponse. L'invité que tu aimerais écouter dans cette room. Ah bah oui, Clément, ça peut être Voilà. C'est la même réponse en à toutes plus, les il est questions. français. Oui, c'est ça. Je parle que de lui, je lui fais sa promo, c'est très bien. Génial. Et ben, on aura retenu en tout cas Clément Morin. Et ben, génial. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que Merci à vous. Florent, tu veux ajouter le mot de la fin? Oh, c'est La- gentil, Léo. Non, c'était un plaisir de te recevoir, Raphaël. Cette semaine, on n'a pas de giveaway. À part si, évidemment, tu veux nous faire l'honneur de faire un giveaway pour nos auditeurs. Ça serait évidemment avec plaisir, Raphaël, mais pas de pression. Bah, je verrai si je peux faire un petit ninja. Génial, génial, c'est trop trop cool. Et il y a peut-être une chance, une petite probabilité pour qu'on ait aussi des places pour NFT Paris. Donc c'est Léo et Benjamin, on en parlait en début d'émission. Donc c'est un événement qui a lieu ce samedi. Et ça a été complètement sold out très rapidement. On peut peut-être avoir des places, ça va jouer au désistement en fonction du Covid. Donc on vous tient au juste sur Twitter. Voilà, n'oubliez pas de nous suivre et de suivre notre invité Raphaël Herba. Et voilà, et à la semaine prochaine. Ouais, et si vous ne pouvez pas aller à NFT Paris, moi j'organise la veille un side event de NFT Paris, donc chez Fauve. C'est un NFT breakfast et on a quelques collectionneurs qui viennent de nous dévoiler leur wallet. Donc il reste encore quelques places, vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain soir. Toutes les infos sont sur le compte Twitter de Fauve Paris, donc n'hésitez pas, ça va être très sympa. Et donc merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. J'aurais un dernier mot, c'est une petite dédicace pour un ami dans la room. C'est juste respirer, vous étiez bien sur l'art du NFT. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.